Imaginez une ville où chaque lever de soleil ressemble au début d'une légende. Bienvenue à Rome, là où l'histoire, la beauté et l'aventure se rencontrent. Ce n'est pas juste une autre vidéo de voyage. Nous vous emmenons au-delà des cartes postales, au cœur des merveilles antiques de Rome et de sa vie de rue vibrante. Vous découvrirez des sites incontournables, le Colisée, le Panthéon et les piazzas ensoleillées, ainsi que des trésors cachés que seuls les habitants connaissent. Goûtez à l'âme de Rome, un espresso frais, des pâtes faites à la main, des marchés animés et la magie d'une fontaine au crépuscule. Prêt à percer les secrets de la ville éternelle? Restez avec nous, votre aventure romaine commence maintenant. La première fois que vous voyez le Colisée, vous devez simplement vous arrêter. Peu importe si vous arrivez en métro, émergeant du sol pour le voir se dresser au-dessus de vous, ou si vous apercevez sa forme incurvée au bout d'une longue rue romaine. Le monde autour de vous semble tout simplement disparaître. Peu importe le nombre de photos que vous avez vues, rien ne vous prépare à son ampleur époustouflante. La pierre de travertin chaude, couleur miel, brillant sous le soleil romain, semble retenir la lumière des siècles. On y voit les cicatrices du temps, les trous où des crampons de fer ont été pillés au Moyen-Âge, et les arches sombres et béantes qui ressemblent à des portails vers une autre époque. C'est comme une montagne d'histoire qui a jailli au milieu d'une ville moderne. Le rugissement des Vespas et des bus touristiques rivalise avec les fantômes du passé. Vous vous tenez là, écrasé par ces 80 arches extérieures, un chef-d'œuvre d'ingénierie qui a permis à cette structure colossale d'être construite en seulement 10 ans. Et en levant les yeux, vous pouvez presque l'entendre. Le rugissement assourdissant de près de 80 000 spectateurs, un son qui aurait fait trembler les fondations mêmes, le choc des épées sur les boucliers, les cris gutturaux des hommes et des bêtes, les annonces officielles de l'empereur, sa voix amplifiée à travers l'arène, scellant le destin de ceux d'en bas. Ce n'était pas seulement un stade, c'était le cœur du divertissement romain, mais aussi un puissant instrument de contrôle. Un lieu de spectacle époustouflant, de violence inimaginable et de théâtre politique astucieux. Achevé en 80 après JC sous l'empereur Titus, l'amphithéâtre Flavien, comme il était initialement connu, fut un coup politique brillant. Il fut construit sur le lac asséché de la maison dorée de l'empereur Néron, un lieu méprisé, rendant symboliquement la terre au peuple de Rome. C'était un cadeau, mais un cadeau porteur d'un message clair, une démonstration de la puissance, de la richesse et du génie d'ingénierie de la nouvelle dynastie flavienne. Ce message de pouvoir absolu résonne encore, fort et clair, près de 2 millénaires plus tard. Imaginez être un citoyen romain entrant. Vous seriez entré par l'une des arches numérotées, votre billet, un tesson de poterie appelé tessera, vous dirigeant vers votre section. Votre place dépendait entièrement de votre statut social. L'empereur et les sénateurs jouissaient des meilleures places près de l'action, tandis que les citoyens les plus pauvres et les femmes étaient relégués aux sièges en bois les plus hauts et les plus raides, tout en haut. Vous vous prépariez pour une journée entière de spectacles financés par l'État. Les chasses aux animaux exotiques, les venationes, lancées à la matinée, le milieu de journée était réservé au sombre spectacle des exécutions publiques. Puis, l'événement principal l'après-midi, les combats de gladiateurs. Tout cela se déroulait sous un immense auvent rétractable, le Velarium, manipulé par un millier de marins pour protéger la foule du soleil. C'était la télé-réalité ultime, une politique de Panem et Circense, soigneusement orchestrée pour maintenir la population nourrie, divertie et docile. En parcourant les couloirs frais et sombres et les marches de pierre abruptes aujourd'hui, on peut sentir le poids de ces vies et de ces histoires. L'énergie est palpable, un écho silencieux des millions de personnes qui ont parcouru ces mêmes chemins. Tenez-vous sur les gradins supérieurs et regardez vers le bas, non seulement le sol de l'arène, mais aussi le labyrinthe en dessous. C'est l'hypogée, les coulisses du monde antique. Un réseau complexe de tunnels à 2 niveaux, de cages et d'ascenseurs. C'est là que des lions, des ours et des crocodiles étaient enfermés dans l'obscurité, où les gladiateurs attendaient,
entendant le rugissement de la foule au-dessus, se préparant à se battre pour leur vie. Les décors pour les chasses élaborées y étaient stockés et assemblés, puis hissés par des trappes, transformant l'arène sablonneuse en forêt ou en désert en quelques minutes. C'est l'histoire que l'on peut toucher, une connexion viscérale à un monde à la fois inimaginablement lointain et étrangement familier. À quelques pas du Colisée, le long de l'ancienne Via Sacra, se trouve le Forum romain. Si le Colisée était le cœur brutal du divertissement romain, le Forum était son cerveau intellectuel et politique. Cette vaste vallée de ruines fut autrefois le centre vibrant du monde romain, une expérience complètement différente, mais tout aussi époustouflante. C'était le cœur de la ville, le noyau de la vie publique pendant plus de 1000 ans. Ici, des généraux triomphants paradaient leur butin de guerre. Les sénateurs débattaient des lois qui allaient façonner la civilisation occidentale à l'intérieur de la curie. Des orateurs prononçaient des discours enflammés depuis la rostra. Les vierges vestales entretenaient la flamme sacrée et éternelle de Rome dans leur temple. C'était un espace chaotique, bondé et vital, rempli de temples, de basiliques, de boutiques et de bâtiments gouvernementaux. En vous promenant, vous marchez littéralement sur les traces des empereurs, des poètes et des citoyens ordinaires. Vous pouvez vous tenir devant l'arc de Titus, construit pour célébrer la conquête de Jérusalem, et voir la menorah du second temple représentée dans ses sculptures. Vous pouvez trouver l'endroit où Jules César a été incinéré, toujours orné de fleurs fraîches laissées par des admirateurs modernes. Contrairement à la présence singulière et accablante du Colisée, le Forum est un endroit où l'on peut se perdre. C'est un puzzle de colonnes tombées, de dalles usées et de murs en ruine. Mais avec un peu d'imagination, les fantômes de la Rome antique reprennent leur emploi. On peut se figurer les marchés animés, entendre les plaidoiries des avocats dans les basiliques et ressentir le poids immense de l'histoire qui s'est faite ici même, sur ce sol. Ce n'était pas seulement un centre-ville, c'était le berceau d'un empire. De toutes les merveilles de Rome, il y a un bâtiment qui vous époustouflera littéralement de la meilleure façon possible, le Panthéon. Il ne se dresse pas fièrement sur une colline et ne domine pas l'horizon. Au lieu de cela, il est presque caché, niché dans une piazza animée. Vous tournez un coin, naviguant dans un labyrinthe de charmantes rues pavées, et soudain, il est là. Son immensité, apparaissant si inopinément, est le premier de nombreux moments de pur émerveillement qu'il procure. De l'extérieur, c'est une déclaration absolue de la puissance romaine. Vous êtes confronté à cet immense portique, soutenu par 16 colonnes monolithiques de granit, chacune taillée dans une seule pierre. Et vous devez vous demander, comment diable ont-ils réussi à les amener ici? Celles-ci n'ont pas été extraites en Italie. Elles venaient des montagnes orientales d'Égypte. Imaginez la logistique au IIe siècle après J.C. Traîner ces géants de 60 tonnes jusqu'au Nil, les faire flotter jusqu'à Alexandrie, les charger sur des navires spécialement construits pour traverser la Méditerranée, puis les faire remonter le Tibre sur des barges. Ce fut un exploit d'ingénierie monumentale juste pour construire le porche d'entrée. Et regardez attentivement l'inscription. Elle attribue le bâtiment original à Marcus Agrippa, mais la structure que nous voyons aujourd'hui a été entièrement reconstruite par l'empereur Hadrien, qui, dans un acte d'humilité remarquable, a conservé la dédicace originale. Mais aussi impressionnant que soit l'extérieur, ce n'est qu'un prélude. Vous franchissez les gigantesques portes de bronze vieilles de 2000 ans, passant de la piazza lumineuse et bruyante à un espace frais, silencieux et caverneux. Et puis vous entrez, et tout change. Vous levez les yeux, et vous le voyez, l'oculus, un cercle parfait de 9 mètres de large, ouvert sur le ciel, la seule source de lumière du bâtiment, juste au centre du plus grand dôme en béton non armé, jamais construit. L'intérieur entier est une sphère parfaite reposant dans un cylindre. Son diamètre est exactement égal à sa hauteur. C'est la perfection géométrique à une échelle divine. Quand le soleil est dehors,
Un seul et puissant rayon de lumière se déplace à travers l'intérieur comme un projecteur céleste, illuminant le plafond à caissons et les murs de marbre. Le 21 avril, jour de l'anniversaire de Rome, la lumière brille directement sur l'entrée, saluant l'empereur alors qu'il entrait. Et quand il pleut, vous voyez une colonne d'eau et de brume chatoyante tomber sur le sol, où elle s'écoule si parfaitement à travers des trous presque invisibles dans le sol, en marbre subtilement incliné, que les flaques d'eau ne se forment jamais. C'est un témoignage du génie de l'ingénierie romaine. C'est de la pure magie architecturale. Construit comme un temple à tous les dieux, Panthéon, vers 27 Avenida JC. Par Marcus Agrippa, il fut détruit par un incendie, puis entièrement reconstruit par l'empereur Adrien vers 126 avant JC. Sa survie pendant près de 2000 ans, presque parfaitement intacte, est largement due au fait qu'en 609 avant JC, il fut converti en église chrétienne. Les dieux païens furent remplacés par Sainte Marie et les martyrs. Cet acte le sauva d'être dépouillé de ses matériaux comme tant d'autres bâtiments anciens. C'est aussi le dernier lieu de repos des rois italiens et, plus célèbre encore, du grand artiste de la Renaissance Raphaël, qui choisit lui-même cet endroit, sachant que c'était l'espace le plus sublime sur Terre. Et le mystère central demeure, le dôme. Comment ils ont mélangé et coulé le béton pour créer un dôme aussi massif et parfait, sans qu'il ne s'effondre sous son propre poids, est un secret qui déconcerte encore les experts. Nous savons qu'ils ont utilisé des agrégats plus lourds, comme le travertin à la base, passant progressivement à des matériaux plus légers, comme la pierre ponce volcanique près de l'Oculus. Les murs ont plus de 6 mètres d'épaisseur à la base et s'amincissent à quelques mètres seulement au sommet. C'est un chef-d'œuvre de chimie, de physique et d'audace pure. Du Panthéon parfaitement conservé, partons pour un autre type de merveille. Un lieu de ruines évocatrices et de mythes fondateurs. Montons une colline. Juste à côté du forum se trouve le Mont Palatin, le quartier le plus exclusif de la Rome antique, et sans doute le berceau même de la ville. Selon la légende, c'est ici qu'une louve découvrit les jumeaux Romulus et Remus, les sauvant dans sa grotte, le Lupercal. C'est de cette même colline que Romulus, lors d'un concours contre son frère, vit 12 vautours de bon augure et traça ensuite la frontière sacrée de sa nouvelle ville en 753 avec Virgiusse. Ce n'est pas juste une autre colline avec des ruines, c'est le cœur mythique de Rome. Au fur et à mesure que la République grandissait, elle devint le Beverly Hills de son époque, l'adresse préférée de l'élite de la ville. Les citoyens les plus riches et les plus puissants, y compris des empereurs comme Auguste, Tibère et Domitien, y construisirent leur vaste palais. Auguste y est né et a délibérément gardé sa résidence relativement modeste. Mais les empereurs ultérieurs n'ont eu aucune retenue. Ils ont construit un palais si vaste qu'il couvrait la majeure partie de la colline, un labyrinthe de cours, de salles de banquets et de stades privés. En fait, le nom de la colline, Palatium, a donné au monde entier le mot palais. En vous promenant aujourd'hui à travers les ruines, à travers les paisibles jardins farnèses, avec leurs fontaines et leurs allées ombragées, vous marchez à travers le plan même du pouvoir impérial. Du sommet, l'avantage stratégique est évident. D'un côté, vous aviez une vue imprenable sur le Forum romain, centre de la vie civique et politique. De l'autre, vous dominiez le Circus Maximus, la colossale arène des courses de chars et des divertissements de masse. Les empereurs pouvaient littéralement surveiller leur ville et leurs sujets depuis leur salon. C'est un endroit pour méditer sur les sommets vertigineux du pouvoir et son inévitable déclin. Un espace calme et magnifique où les fantômes des empereurs et les échos du mythe chuchotent dans la brise. Maintenant, nous allons traverser une frontière invisible pour entrer dans un autre pays, la Cité du Vatican. C'est le plus petit État indépendant du monde, mais sa puissance est stupéfiante. En son cœur se trouve la basilique Saint-Pierre, un bâtiment si immense qu'on le croirait construit par des géants. Sur la place Saint-Pierre, les colonnades du Bernin vous enlacent. L'échelle est conçue pour inspirer l'admiration, et ça marche. À l'intérieur, marbre, or et génie.
la Pietà de Michel-Ange, le baldaquin imposant du Bernin au-dessus du tombeau de Saint-Pierre. Foi, histoire et un art incroyable. À travers les musées du Vatican, vous atteignez la chapelle Sixtine, un univers de couleurs, de drames et d'émotions. Les gardes chuchotent « Chut, pas de photos !» Vous pensez à Michel-Ange sur son échafaudage pendant 4 ans. Le toucher emblématique de la création d'Adam. Puis le jugement dernier, plus sombre, plus turbulent, une vision puissante du salut et de la damnation. Les places de Rome sont les salons extérieurs de la ville. La Piazza Navona, un ovale élégant au-dessus du stade de Domitien, couronné par la fontaine des 4 fleuves du Bernin, puis la fontaine de Trévi, vous l'entendez avant de la voir, tournez le coin, boum, lancez une pièce par-dessus votre épaule gauche avec votre main droite, un lieu de vœux et de rêves. Les papes et les mécènes ont engagé Michel-Ange, Raphaël, le Bernin, Borromini pour sculpter la ville, église, palais, espace public, les marches espagnoles, Campo de Fiori, marcher le jour, animer la nuit, conçus pour impressionner, projeter la puissance et rassembler les gens. Pour vraiment comprendre Rome, il faut regarder au-delà des monuments et se brancher sur le rythme de sa vie quotidienne. La vraie magie opère dans les rioni, des quartiers comme le Trastevere. Ruelles couvertes de lierre, bâtiments ocre délavés, artisans dans leurs ateliers, habitants sur le pas de leurs portes, un village dans la ville. Au coucher du soleil, les trattorias dressent à leurs nappes à carreaux, les guirlandes lumineuses s'allument et la passeggiata commence. Une promenade tranquille pour voir et être vu, pour rattraper le temps perdu, pour profiter de l'air du soir. Visitez les marchés pour l'ambiance locale. Campo de Fiori déborde de couleurs et d'appels. Testaccio est l'endroit où les vrais Romains font leurs courses, des grands-mères inspectant des artichauts, des amis prenant un sandwich parfait. La vie est faite de petits plaisirs. Un cappuccino et un cornetto au bar, une assiette rapide de pâtes ou une pizza al taglio, puis l'apéritivo, un spritz ou un verre de vin avec des amuse-gueules. C'est dans ces moments simples que l'on trouve l'âme de Rome. Bon, passons aux choses sérieuses. La nourriture. À Rome, la nourriture n'est pas juste un carburant. C'est une culture, c'est l'histoire, c'est l'amour, c'est tout. Des ingrédients simples et de haute qualité, cucina povera, des produits humbles rendus miraculeux. Commencez par les 4 grandes pâtes romaines. Cacio et pepe, pecorino, poivre noir, eau amidonnée, crémeux sans crème, gricia, cacio et pepe plus du guanciale croustillant, amatriciana, gricia avec des tomates, carbonara, œuf, pecorino, guanciale, poivre noir, pas de crème, jamais de crème. Trouvez une trattoria familiale dans un quartier calme. Y manger un plat est une expérience religieuse. La cuisine romaine, c'est plus que des pâtes. Supplie. Des boules de riz frites avec de la mozzarella fondante. Pizza al taglio. Vendue au poids avec des garnitures allant de la pomme de terre romarin à la classique margherita. Carciofi à la romana. Braisé à l'ail et à la menthe. Carciofi à la giudia. Frites jusqu'à ce que les feuilles soient croustillantes comme des chips. Éloignez-vous des places principales. Cherchez des menus courts, écrits à la main. Si c'est rempli de locaux, c'est bon signe. Les trattories et hosteries sont vos amis. Gardez toujours de la place pour le gelato. Couleur naturelle, bac métallique couvert. Pistache, noisettes. Promenez-vous sur une place au coucher du soleil, pur bonheur. Un peu de planification peut faire toute la différence. Le printemps, avril-juin, est magnifique. L'automne, septembre-octobre, l'est tout autant. Juillet et août sont chauds et bondés. Commencez tôt et faites une pause à midi. L'hiver est plus calme et magique. Le centre historique est mieux exploré à pied. Perdez-vous un peu, c'est là que se font les meilleures découvertes. Le métro pour les sites majeurs, les bus vont partout, aventure incluse. Utilisez des taxis avec compteur. Envisagez les vélos ou les trottinettes électriques pour des déplacements durables. Réservez les grandes attractions à l'avance. Évitez les files d'attente au Colisée et au musée du Vatican. Plus de temps pour la glace. Soyez respectueux dans les églises. Couvrez vos épaules et vos genoux.
Quelques phrases peuvent faire beaucoup. Per favor, grazie, buongiorno. Mangez dans les trattorias familiales, achetez dans les boutiques d'artisans et faites vos courses sur les marchés. Emportez une bouteille réutilisable et utilisez les nasoni. Soyez attentifs dans la foule et venez avec un cœur ouvert et un esprit aventureux. Soyez prêts à ralentir, à observer et à laisser le rythme de la ville vous guider. Quand votre voyage est terminé et que vous êtes rentré chez vous, vous pourriez penser que vous avez laissé Rome derrière vous. Mais la ville éternelle, elle, ne vous quitte pas. Elle reste avec vous comme un écho magnifique et persistant. C'est une résonance qui vibre juste sous la surface, une chaleur qui persiste. Vous vous surprendrez à fermer les yeux et à entendre le clapotis d'une fontaine ou le murmure d'une conversation italienne, un fantôme sensoriel qui vous suit jusque chez vous. Soudain, vous verrez une couleur sur un mur et serez transporté à cette nuance spécifique et inimitable d'ocre romain. Vous penserez au goût d'une assiette parfaite de cacio et pepe, mais aussi au croustillant surprenant d'un artichaut frit à la Giudia. L'arôme d'un expresso d'un bar du coin deviendra un parfum fantôme. Ce ne sont pas seulement des saveurs ou des couleurs. Ce sont des marque-pages sensoriels, chacun prêt à vous ramener à l'autre bout du monde en un instant. Vous vous souviendrez d'être resté debout dans le Panthéon, levant les yeux vers ce cercle unique et parfait ouvert sur le ciel. C'est plus qu'une merveille architecturale, c'est un conduit à travers le temps. Vous vous rappellerez avoir ressenti une connexion à 2000 ans d'humanité, debout sur le même sol de marbre que des empereurs et des pèlerins. Vous avez vu ce rayon de lumière tracer son chemin à travers le dôme, une horloge céleste marquant le passage des siècles. À ce moment-là, vous faisiez partie du continuum, partageant un émerveillement intemporel. Une cloche d'église lointaine vous ramènera à une matinée tranquille à Trastevere, à ses ruelles tapissées de lierre et au son des volets qui s'ouvrent pour saluer le jour. C'est ainsi que Rome s'imprime dans vos sens et devient une partie de votre histoire. Ce n'est pas seulement un ensemble de sites touristiques, c'est une série de moments que vous avez vécus. Cela devient un nouveau chapitre qui remodèle subtilement ceux qui suivent, une nouvelle lentille à travers laquelle vous voyez votre propre monde. Vous vous souviendrez du magnifique paradoxe de tout cela, passer devant des ruines vieilles de millénaires, juste à côté de cafés animés où la vie se déroule au présent. Une Vespa file devant le forum, son vrombissement moderne contrastant avec le silence antique. Rome vous enseigne que l'histoire n'est pas terminée. Elle est vivante et présente tout autour de vous. Dans cette prise de conscience, vous vous sentez humble, comprenant que nous ne sommes qu'une petite partie d'un récit beaucoup plus long et continu. Rome témoigne de la résilience de l'esprit humain. Créer la beauté, bâtir des empires, supporter leur chute et reconstruire avec passion. Nulle part cela n'est plus évident qu'au Colisée. Il a survécu aux tremblements de terre, aux pillages et au temps pour se dresser aujourd'hui, brisé mais magnifique. Vos propres soucis semblent plus petits dans son ombre, remis à leur juste perspective éphémère face à l'éternité. C'est une puissante leçon d'endurance. La magie de la ville réside dans ses gestes grandioses et opératiques, comme l'étreinte majestueuse de la colonnade du Bernin sur la place Saint-Pierre. Mais elle est tout aussi présente dans les petits moments intimes. Un rire partagé avec un commerçant, la découverte d'une cour cachée, le simple plaisir d'un morceau de pain trempé dans de l'huile d'olive dorée. Ces petits moments parfaits ancrent la grandeur dans une humanité réelle et tangible, faisant de la ville un foyer. Pour vraiment connaître Rome, il faut être un participant, pas seulement un observateur. Errez sans carte, goûtez à tout, écoutez la musique de la langue. En vous engageant avec la ville selon ses propres termes, vous ajoutez votre propre voix et expérience unique au cœur éternel de Rome. Une symphonie de voix qui s'étend à travers les âges, incluant maintenant la vôtre. Alors, allez à Rome. Marchez jusqu'à ce que vos pieds soient endoloris pour trouver les trésors cachés. Mangez jusqu'à satiété et bonheur. Asseyez-vous avec un café et regardez le monde passer. Et oui, lancez cette pièce dans la fontaine de Trévi. Faites un vœu, scellez cette promesse à vous-même.
vous aurez envie de revenir. Aimez, abonnez-vous et dites-nous en commentaire quel monument romain, quel goût, quelle expérience chercherez-vous en premier.